Les chiens de la zone irradiée autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl sont désormais génétiquement différents de tous les autres chiens du monde. Sans blague, tu apprendras tout sur ces chiens nucléaires dans cette vidéo. Alors reste absolument jusqu'à la fin et si tu l'apprécies. Alors, je me réjouis d'un petit cadeau, d'un pouce en l'air et d'un commentaire, car cela permet au algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à encore plus de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Le 26 avril 1986. La vie de nombreuses personnes a changé. Après une catastrophe nucléaire, plus de 120 000 personnes ont été évacuées dans les environs de la centrale nucléaire de Tchernobyl et de la ville voisine de Pripyat. Le reste de l'Europe en a également ressenti les conséquences. Je sais que j'ai aussi beaucoup de spectateurs plus âgés ici, c'est pourquoi je serais intéressé. Qui d'entre vous a été témoin de cette situation à l'époque? Et surtout, comme tu sais, est-ce qu'on n'avait pas le droit de sortir pendant un certain temps? Manger des légumes était-il considéré comme dangereux? N'hésite pas à me faire part de tes expériences personnelles dans les commentaires. Si tu étais déjà de ce monde à l'époque, cela m'intéresse vraiment beaucoup. Un aspect que peu de gens ont pris en compte. Les milliers de personnes évacuées à l'époque avaient bien sûr aussi beaucoup de chiens. Et une grande partie de ces chiens ont été laissés là dans la précipitation et la détresse. On pourrait penser que ces chiens domestiques abandonnés n'auraient pas tenu longtemps à proximité d'une centrale nucléaire endommagée, avec une immense exposition aux radiations. Eh bien, beaucoup ont survécu, se sont reproduits, et aujourd'hui, il existe une population de chiens relativement importante dans la région de Tchernobyl. Et ils se portent si bien? Ils rayonnent vraiment? D'accord. La blague était méchante. Ces chiens sont très mystérieux, car bien qu'il soit très probable qu'il s'agisse d'animaux de compagnie des évacués, il y a aussi des gens qui pensent que c'est peu probable. En effet, les forces soviétiques ont en réalité exterminé tous les animaux de compagnie laissés derrière dans les premiers jours suivant la catastrophe nucléaire, afin d'empêcher qu'ils ne s'échappent de la centrale nucléaire et ne propagent la contamination radioactive. Quelles que soient leurs origines, les chiens sont maintenant là et il est naturellement extrêmement intéressant pour les scientifiques de les observer de plus près. Comment font-ils pour résister à une exposition aux radiations toujours aussi élevées? Qu'est-ce que cela a changé dans leur corps? C'est ce que nous savons maintenant grâce à une nouvelle étude et le résultat est vraiment spectaculaire. La population canine locale est génétiquement différente de tous les autres chiens du monde. Cela ressemble presque à l'intrigue d'une série d'horreurs apocalyptiques. Les chiens nucléaires modifient leur patrimoine génétique et prennent ensuite le contrôle du monde. Cela ne sera probablement pas aussi drastique, mais les résultats de la recherche sont néanmoins impressionnants. Mais les résultats de la recherche sont tout de même très intéressants. Les chercheurs ont collecté des échantillons d'ADN des animaux errants pendant 2 ans et ont pu examiner un total de 302 chiens vivant à l'intérieur de la centrale elle-même et à une distance de 15 à 45 km du site de la catastrophe. Le fait qu'il existe vraiment des familles de chiens vivant dans un bâtiment de centrale électrique me semble super fascinant. C'est aussi l'avis de la généticienne Alain Ostrander qui dit: Le plus remarquable dans cette étude est que nous identifions des populations de chiens qui vivent à l'ombre du réacteur et que nous pouvons identifier ces chiens grâce à leur profil ADN. L'idée de familles vivant à proximité de barres de combustible usées est incroyable et en dit long sur la résistance des chiens en tant qu'espèce. Dans l'ensemble, la nouvelle enquête a révélé que cette population présente 15 structures familiales complexes qui sont uniques par rapport à d'autres chiens. Cela signifie donc que les chiens de Tchernobyl sont clairement identifiables par leur ADN et qu'ils se distinguent des autres populations de chiens. Et selon les chercheurs, cela est justement dû aux radiations ionisantes auxquelles ces chiens ont été exposés pendant des générations. Lors de l'accident de 1986, l'isotope radioactif mortel, le césium-137, a été libéré à proximité de la centrale à une concentration énorme. Il n'est donc pas surprenant que cela ait eu un impact sur les chiens au fil des générations. Mais comment les radiations peuvent-elles concrètement modifier l'ADN? Si le rayonnement agit directement sur l'ADN, il peut modifier la structure de la double hélice d'ADN en brisant les liaisons entre les nucléotides qui forment l'ADN. Si le rayonnement agit sur les chromosomes contenus dans l'ADN, cela peut même entraîner des ruptures chromosomiques. Et les radiations augmentent globalement le taux de mutation.
Les mutations sont des changements dans la séquence d'ADN qui constituent le matériel génétique d'un organisme. Si une mutation se produit dans un gène, cela peut entraîner une modification de la synthèse des protéines, ce qui peut à son tour entraîner des changements dans le fonctionnement et les caractéristiques de l'organisme. Les mutations ne doivent pas toujours être considérées comme quelque chose de mauvais. Elles jouent même un grand rôle dans la biologie évolutive. Pensez-y toujours lorsque vous buvez un verre de lait délicieux et sain. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'industrie laitière. Malheureusement, la tolérance au lactose est une mutation génétique. Nos ancêtres étaient tous intolérants au lactose. Ce n'est qu'une mutation qui a permis à nos ancêtres de digérer le lactose, ce qui représentait bien sûr à l'époque un immense avantage en termes de survie, car cela garantissait la survie grâce à une offre alimentaire accrue, et c'est pourquoi la tolérance au lactose s'est imposée de manière évolutive de façon assez efficace. Quelles mutations les chiens de Tchernobyl ont-ils peut-être développées, et s'il y en a aussi de bénéfiques, cela doit maintenant être clarifié par d'autres tests. Il est clair que le taux de mutation doit être considérablement augmenté en raison de l'exposition aux radiations et que le succès de cette population de chiens témoigne au moins du fait qu'ils se sont adaptés aux conditions par le biais de mutations. Comme l'a dit Dr. Ian Malcolm dans Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Je tiens cependant à souligner que les mutations et l'évolution en général ne suivent aucun plan. Je me souviens qu'à l'époque, mon professeur de bio, Madame Hoffman, me soufflait toujours cela. Mes notes étaient quand même mauvaises. Il est certain que de très nombreux chiens de Tchernobyl sont morts tôt et dans d'atroces souffrances à cause de mauvaises mutations. Et c'est justement parce qu'ils sont morts qu'ils n'ont pas pu se reproduire et transmettre les mauvaises mutations. Les chiens qui se sont particulièrement bien adaptés à l'exposition aux radiations, soit par des mutations avantageuses, ou simplement, grâce à une meilleure condition physique, ils ont pu se reproduire et ainsi, au fil des générations, une population de chiens atomiques particulièrement résistants aux radiations est née. Tout comme les girafes n'ont pas obtenu de longs coups parce qu'elles trouvaient cela pratique pour atteindre les feuilles, mais parce que les ancêtres des girafes, avec un cou légèrement plus long, avaient accès à plus de nourriture et pouvaient donc se consacrer à des choses plus agréables comme la reproduction au lieu de mourir de faim. Ah, Madame Hoffman me donnerait sûrement un 4 pour cette vidéo. Quelle mutation pourrait donc aider les chiens, par exemple? Les chercheurs pensent qu'ils pourraient avoir subi des changements génétiques qui ont amélioré leur capacité à réparer les dommages causés à l'ADN, ce qui est un facteur super important pour faire face aux dommages causés par les radiations. Et cette recherche pourrait alors être importante pour les personnes qui vivent dans des zones à forte exposition aux radiations ou dans l'espace, car dans l'espace, l'exposition aux radiations est également très élevée. Hélène Ostrander dit « Nous pouvons apprendre tellement de choses de ces animaux ». C'est une occasion unique de voir ce qui se passe lorsque des générations de grands mammifères vivent dans un environnement hostile. Tout cela est également très intéressant en ce qui concerne une théorie scientifique appelée hormèse des radiations, selon laquelle une faible exposition aux radiations peut même être bénéfique pour la santé. De faibles doses de rayonnement ionisant, inférieures au seuil des lésions aiguës, peuvent stimuler le système immunitaire et améliorer les processus de réparation de l'ADN. Certaines études ont montré que de faibles doses de rayonnement peuvent réduire le risque de certains types de cancers et avoir des effets positifs sur le système immunitaire et le métabolisme. Dans une autre étude menée sur des chiens, on a constaté que l'espérance de vie des chiens augmentait de manière significative lorsqu'ils étaient exposés à de faibles niveaux de radiation tout au long de leur vie. Je sais, cela semble incroyable et contredit à peu près tout ce qu'on entend d'habitude, mais les études sont relativement claires. Je vous ai lié ci-dessous dans les notes de l'émission de très nombreuses sources sur la radiation hormésis afin de ne pas recevoir de tempête de critiques. Bien sûr, ce n'est pas seulement le lobby des produits laitiers qui n'a pas sponsorisé cette vidéo, mais le lobby nucléaire ne me paie pas un centime non plus, malheureusement. Une quelconque organisation de lobby doit bien me payer maintenant, bon sang. Les chiens survivent donc là-bas, peut-être grâce à des mutations génétiques avantageuses et même à des effets légèrement positifs de la radiation hormésis. Cela ne signifie bien sûr pas que les chiens là-bas se portent bien, surtout depuis que la guerre en Ukraine fait rage. Il y a à peine des touristes à Tchernobyl. Oui, vous avez bien entendu, il est possible de réserver des visites. Moins de touristes signifie moins de nourriture, car moins de provisions sont apportées sur place pour les chiens. L'équipe de chercheurs qui a réalisé l'étude ADN avec les chiens collabore donc avec les Clean Futures Dogs, qui tentent de collecter des dons pour aider les chiens de Tchernobyl
Vous trouverez également le lien vers les Clean Futures Dogs en bas de la description de la vidéo. Passons à un sujet très similaire. Passons maintenant à un sujet très similaire. Il existe en effet un autre être vivant qui se développe très bien à Tchernobyl, et c'est un champignon noir qui mange les radiations. La NASA prévoit déjà d'utiliser ce champignon pour les voyages spatiaux. Je ne suis pas devenu fou, c'est vraiment vrai. Et vous découvrirez tout sur ce champignon atomique dans la vidéo affichée. N'hésitez pas à y jeter un œil. Si vous voulez soutenir mon travail, alors offrez-vous également de vrais météorites et les t-shirts de la boutique spatiale. Je vais maintenant dans mon réacteur et je m'offre ma dose quotidienne de radiation régénérante pour les cellules. On se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis.